Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, nous allons parler d'IFRS 9, Financial Instruments, une norme perçue comme technique, mais qui a profondément changé la manière dont les entreprises mesurent le risque de crédit. Car derrière IFRS 9, il y a une question simple. Quand faut-il reconnaître une perte? Faut-il attendre qu'elle se produise ou l'anticiper? Pour comprendre cette norme, il faut revenir à son origine. IFRS 9 a remplacé IAS 39 avec la crise financière de 2008. Le reproche adressé à l'ancienne norme était clair. Les pertes étaient reconnues trop tardivement. À l'époque, on utilisait un modèle dit des pertes encourues. Tant qu'il n'y avait pas d'indice objectif de défaut, aucune dépréciation significative n'était constatée. Autrement dit, le risque pouvait exister dans l'économie, sans apparaître dans les comptes. IFRS 9 change radicalement cette logique. Désormais, on applique un modèle de perte de crédit attendu. Même si un emprunteur rembourse parfaitement aujourd'hui, l'entreprise doit estimer la probabilité qu'il ne rembourse pas demain. Le risque futur devient une estimation présente. Et c'est là toute la rupture. Concrètement, comment fonctionne ce mécanisme? La norme repose sur un système en 3 étapes. Première étape, le risque de crédit n'a pas significativement augmenté. Dans ce cas, on provisionne les pertes attendues à 12 mois. Deuxième étape, le risque s'est dégradé de manière significative. On ne regarde plus seulement les 12 prochains mois, mais l'ensemble de la durée de vie du prêt. Et troisième étape, le crédit est considéré comme déprécié. La perte attendue totale est reconnue, et même le calcul des intérêts est ajusté. Le passage de la première à la deuxième étape est particulièrement stratégique. Il ne s'agit pas d'un défaut constaté, il s'agit d'une détérioration anticipée. Prenons un exemple simple. Une banque prête 100 000 euros, même si aucun incident de paiement n'est observé, elle doit modéliser la probabilité de non-remboursement. Ainsi, au bilan, le risque devient mesurable avant même de se matérialiser. IFRS 9 introduit donc une logique probabilistique dans la comptabilité. Mais ce modèle ne fonctionne pas en vase clos. Pour estimer les pertes attendues, il faut intégrer les hypothèses macroéconomiques. Croissance, chômage, inflation, taux d'intérêt. Les entreprises utilisent souvent plusieurs scénarios. Un scénario central, un optimiste, un pessimiste. Et ces scénarios sont pondérés. Conséquence directe, si les perspectives économiques se dégradent, les provisions augmentent immédiatement, même si les défauts réels ne progressent pas encore. On obtient alors un effet potentiellement procyclique. Anticipation de ralentissement avec hausse des provisions, baisse du résultat, pression sur les fonds propres. IFRS 9 rend donc les états financiers sensibles aux anticipations économiques, pas seulement aux événements déjà réalisés. Parlons maintenant des impacts comptables. Les pertes de crédit attendues affectent principalement le résultat net. Le coût du risque est enregistré dans le compte de résultat, ce qui peut créer une forte volatilité des performances publiées. Mais IFRS 9 peut également impacter les capitaux propres. Deux situations principales. Pour certains instruments financiers classés en juste valeur par OCI, les variations de juste valeur sont comptabilisées en autres éléments du résultat global, donc directement aux capitaux propres. Lors de l'application initiale de la norme, l'augmentation des provisions a été comptabilisée en capitaux propres d'ouverture. Enfin, même lorsqu'un impact passe par le résultat, il affecte mécaniquement les réserves et donc les capitaux propres. Autrement dit, IFRS 9 agit d'abord sur le résultat, mais ses effets se diffusent inévitablement dans les capitaux propres et les ratios de solvabilité. Ce que cela change pour un dirigeant ou un analyste. Pour un dirigeant, IFRS 9 ne change pas seulement la présentation des comptes. Elle influence la politique de crédit, l'allocation sectorielle et la gestion du capital. Car lorsque l'anticipation du risque devient comptable, elle devient stratégique. En définitive, IFRS 9 n'est pas simplement une norme technique sur les instruments financiers. Elle introduit une vision prospective du risque, elle impose une approche probabilistique du risque, et elle rend les bilans sensibles aux anticipations macroéconomiques. Elle nous rappelle qu'un actif sain aujourd'hui peut peut-être contenir une perte future. Et surtout, elle montre que la finance moderne ne mesure pas seulement le passé, elle tente d'anticiper l'avenir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez-le et partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.